Le texte qu'on va vous lire est une adaptation de La Maladroite d'Alexandre Seurat, qui lui-même a écrit ce roman à partir d'un fait divers et à partir du procès qui a eu lieu après ce fait divers. Voilà, vous allez savoir de quoi il s'agit bientôt. Je voudrais dire les noms des comédiens. Donc, vous allez entendre Marc Brunet, Hélène Vauquois, Émilie Chevrillon, Erika Vandelay, Marc Hendricks et Suzanne Legrand. Voilà, écoutez, après la lecture, il y aura une petite discussion, donc si vous voulez rester et nous donner vos impressions, vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. A été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend. Petite fille, 8 ans, paraissant moins. Yeux bleus, cheveux châtain clair, de forte corpulence. Vêtue d'un t-shirt rose à manches longues, d'un jean bleu et de ballerines à pétales de fleurs noires. Sur l'écran vidéo situé en fond de scène, une main d'enfant dessine une silhouette vêtue des vêtements cités. On entend la voix du frère de Diana. Un jean, un t-shirt rose à manches longues et des ballerines à pétales de fleurs noires. Il m'avait fait répéter ce que je devais dire. Un jean, un t-shirt rose à manches longues et des ballerines à pétales de fleurs noires. Quand j'ai vu l'avis de recherche, j'ai su que c'était trop tard. Je l'ai tout de suite reconnu. Son visage gonflé, ce regard qui disait « tu ne pourras rien ». J'ai pensé à ceux qui l'avaient connu et qui avaient tenté quelque chose. J'ai voulu appeler, mais je ne savais pas qui. Tout ce que j'avais fait depuis que je suis institutrice me paraissait voué à l'échec. On entend en voix off. En 2009, Diana, 8 ans, meurt des suites d'une succession d'actes de torture et de barbarie perpétrés par ses parents. L'enquête révèle des failles du dispositif de protection de l'enfance. Suite au procès où plus de 60 témoins ayant connu Diana ont été auditionnés, plusieurs plaintes sont déposées pour non-assistance à personne en danger et faute grave de l'État. Sur l'écran vidéo apparaissent des titres de journaux accusateurs. Diana aurait pu être sauvée 1000 fois. Diana tuée dans l'indifférence. Affaire Diana, l'État et la justice ont-ils fauté? Quand ma fille m'a annoncé qu'elle était à nouveau enceinte, je me suis dit, une connerie de plus. Sur l'écran vidéo, on peut lire « Audition de la grand-mère et de la tante de Diana ». Elle avait eu Arthur 1 an avant, elle devait se marier en juin. La robe, on est allé l'acheter ensemble en dentelle, avec un voile, parce qu'elle voulait les choses en grand. Ça, c'était au début du printemps. Tout à coup, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Alors elle a quitté le père d'Arthur et annulé le mariage. La robe, elle a servi quand même, mais pour l'autre mariage en octobre. Ou simplement, il a fallu l'ajuster. Parce qu'avec 6 mois de grossesse... Avec elle, c'est toujours comme ça. Ces décisions, elle les prend toute seule et c'est sans recours. Et même si c'est catastrophique, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Et puis elle a dit, on va acheter une maison. Il l'avait déjà visité. Ils étaient sur le point de signer. Et voilà qu'elle m'appelle en larmes. Il n'avait pas un sou. Surendetté, il était. Tout partait en fumée. Alors, elle s'est à nouveau séparée et elle est revenue vivre à la maison. Et elle a laissé Arthur chez son père. Je l'avais prévenu. On se marie trop vite.
Et on comprend après, et puis il y a l'orgueil, l'idée qu'on va le changer, puis arrivent les enfants, et on trime pour tout, pour nourrir ce petit monde. Ranger, laver, et lui, quand il rentre, il a bu, il gueule. Il s'assied sans rien faire, et en plus il gueule. On entend une sonnerie d'école. Sur l'écran vidéo, une main d'enfant trace maladroitement les lettres Diana. En surimpression s'inscrit « Audition de Madame D, directrice de l'école et première institutrice de Diana ». Diana, elle souriait tout le temps. Elle était pleine de vie, toujours enthousiaste, toujours volontaire, toujours appliquée, toujours trop. La première fois que je l'ai vue, avec son visage gonflé, j'ai tout de suite pensé à la grossesse d'une mère alcoolique. Mais il y avait ce petit doigt qu'elle pouvait plus plier. Une chute de la chaise haute, m'a dit sa mère. Il y avait aussi sa démarche en canard. Et cette boulimie. Elle n'avait jamais été scolarisée. À 6 ans, c'est tard pour rentrer à l'école. Bien sûr, j'ai demandé au père. Il m'a expliqué qu'il y a quelques années, il faisait des travaux et un morceau de plafond était tombé sur elle, par accident. Elle avait été hospitalisée et c'est ce qui expliquait son allure légèrement handicapée et son retard scolaire. Les parents, le père, je le trouvais attentionné et en même temps trop vigoureux. Les détails, une main qui serre son poignet au lieu de prendre sa main. La mère, elle était très enceinte. Je n'arrivais pas bien à la cerner. Parfois, elle souriait à l'aise, parfois, je la sentais fébrile. Un jour, j'ai évoqué Diana, qui faisait de son mieux pour s'intégrer au groupe, mais qui avait du mal. Les autres enfants se moquaient d'elle. Alors elle a lâché. C'est difficile avec Diana. Ce n'est pas une enfant affectueuse. C'est peut-être le handicap qui fait ça. Et elle a aussitôt ajouté que Diana ne l'embrassait jamais. Un des problèmes de Diana dans ma classe, c'est qu'elle voulait tout le temps m'embrasser. J'étais obligée de lui dire qu'à son âge, ça ne se faisait plus, qu'elle était une grande fille. Ensuite, un jour qu'elle avait les cheveux lâchés, j'ai vu qu'elle se frottait souvent au niveau de la nuque. Je lui ai dit « Ça fait mal ?» J'ai senti une protubérance. C'est venu comment? Elle m'a répondu qu'elle était tombée. Et là, j'ai commencé à repérer qu'elle avait très souvent des bleus, des petites marques sur les bras, sur les jambes, dans le cou. Là, j'ai convoqué ses parents. J'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Ils étaient indissociables, soudés. Ils avaient un discours très rodé, très poli, obséquieux même. « Madame, vous avez tellement raison, on n'est jamais assez prudent. » J'ai fini par dire « Il y a quand même ces traces. » Il y a eu un court silence. Et ils ont enchaîné. La petite est très maladroite et ce n'est pas de sa faute, mais elle se cogne partout. Là, j'ai décidé d'alerter le médecin scolaire. Dans mon esprit, alerter le médecin scolaire, c'était mettre en route la grande machine qui protégerait Diana. Avec le peu d'éléments qu'elle avait, elle était déjà prête à tout faire remonter à l'aide sociale à l'enfance. Sur l'écran vidéo, on peut lire « Audition de Monsieur S, médecin scolaire dans la première école de Diana ». J'ai temporisé. Dans ce genre d'affaires, il faut surtout éviter de rompre les liens familiaux. Être sûr de ce qu'on fait. Quand il m'a demandé « Que puis-je pour vous ?», j'ai tout de suite pensé que ça ne marcherait pas. Je lui ai expliqué ce que j'avais vu. Le petit doigt, les bleus, les marques sur le bras, le cou. Et à la fin, après un silence, il m'a dit « Et alors ? Qu'est-ce que je pouvais faire ?» Pour moi, c'était évident, il fallait qu'il voie Diana pour se faire une idée, pour ensuite faire remonter à l'aide sociale à l'enfance si c'était nécessaire. Mais je n'ai pas dit non, j'ai dit qu'il fallait tout examiner. Peut-être que ce cas était grave, en effet, mais enfin, à ce moment-là, nous n'avions pas les éléments, c'est plus compliqué que ça. Avant de jeter le discrédit sur une famille, il faut une certaine circonspection,
Les droits de la famille prévalent, il faut des faits concrets. Des faits concrets? Mais qu'est-ce qu'il lui fallait de plus? J'ai pris rendez-vous avec les parents le mois suivant, dans le cadre des examens obligatoires. Sauf qu'ils sont pas venus. Ils sont venus 15 jours après. 15 jours, ça laisse du temps pour dissimuler les traces. Le père est venu seul avec sa fille. La mère venait d'accoucher de leur 4e. Un homme très courtois, attentif à la petite, qui répondait à mes questions normalement, sans rien de quelqu'un qui pourrait se sentir en faute. Nous avons bavardé de la région. Il s'y était installé 2 ans auparavant. Il s'y sentait bien. Il était sur les routes plusieurs jours par semaine, mais apparemment la famille, ça comptait. Et en examinant la petite, vous n'avez rien remarqué d'anormal? Excusez-moi. J'ai vu des bleus, c'est vrai, mais rien d'alarmant. Pour moi, c'était des traces de chute, d'accidents domestiques. Son père m'a dit qu'elle était très maladroite, que c'était difficile de la surveiller tout le temps. C'est toujours les parents qu'on charge. La petite a ri d'un rire aigu. Moi, j'avais l'impression qu'elle ne comprenait pas très bien ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'elle avait visiblement un petit retard mental. Elle n'avait aucun retard mental. Elle n'avait jamais été scolarisée. J'ai demandé au père le carnet de santé, mais il ne l'avait pas. Il s'était perdu dans les déménagements. Je n'ai pas demandé son renouvellement parce que c'était au médecin de famille de s'occuper de ça. Tout à fait charmant, a-t-il dit après avoir reçu le père. Ensuite, Diana a été absente pendant plusieurs semaines. Une pneumonie, a dit la mère au téléphone. Et quand elle est revenue, à la place du visage, elle avait une sorte de masque, les yeux plissés et gonflés. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire des cauchemars. Je me réveillais en sursaut, avec l'angoisse de quelque chose que je devais faire, mais je ne me souvenais pas de quoi. Alors j'ai décidé de noter tout ce que j'observais. Mais elle oublie de dire que c'est moi qui le lui ai conseillé. Et je lui ai également conseillé de signaler les absences à l'inspection académique, ce qu'elle n'a pas fait. Sur l'écran vidéo, on voit apparaître la page d'un carnet sur lequel est inscrit 6 décembre, une trace au cou, 1 cm, des rougeurs aux poignets et aux avant-bras. 9 décembre, un gros bleu à la cuisse, 1,5 cm de diamètre. 15 décembre, son pouce lui fait mal, elle dit être tombée de vélo, les 2 mains en avant. 17 décembre, une brûlure sur le bras. 17 décembre, une brûlure sur le bras. 3 janvier, elle boite, elle a mal à la hanche. 3 janvier, elle boite. Elle a mal à la hanche. Ce que j'ai fait, j'ai convoqué les parents et le médecin scolaire. Sur l'écran, une main d'enfant dessine la rencontre maladroitement. Au lieu de venir à 2, ils sont venus à 6 avec tous les enfants, endimanchés, comme pour une réception. La mère de Diana tenait son nouveau-né contre elle, comme s'il s'agissait d'exhiber leur bonheur familial face à nos insinuations. Diana, elle faisait mine d'être fière. Peut-être même qu'elle faisait pas semblant. Qu'elle était vraiment fière. Il y avait aussi Arthur, le frère aîné. Il était à côté d'elle, l'air fermé. On entend le témoignage d'Arthur, le frère de Diana. La maîtresse de Diana me regardait tout le temps comme si elle allait me gronder. J'ai dit que je me disputais souvent avec Diana et qu'elle était très maladroite. J'ai dit ça parce que c'était ce qu'il fallait dire pour qu'on me laisse tranquille. À propos de la longue absence de novembre, le père a parlé de conjonctivite. Il a dit que Diana faisait une réaction allergique suite à la maladie immunitaire pour laquelle on l'a soignée depuis des années. Et le médecin scolaire n'a posé aucune question. Mais la conjonctivite, ça tenait debout. Certains traitements vous gonflent le visage et les paupières, vous donnent comme un masque de cire. Et la pneumonie, c'était vraisemblable. Il y a des enfants atteints de failles du système immunitaire qui captent toutes les infections. Et les parents, en plus de devoir courir de spécialiste en spécialiste, doivent faire face au jugement expéditif de ceux qui, sans avoir jamais appris la médecine, croient tout savoir. Sa mère nous a apporté des certificats médicaux. C'était des faux certificats. Mais je n'avais aucune raison de douter, d'autant que les parents n'étaient pas venus nous les présenter. Et Diana, elle voulait faire bonne figure. J'aurais voulu qu'elle parle.
Mais je savais que dans ces circonstances, elle ne parlerait pas. La réunion s'enlisait. Alors j'ai dit que nous serions extrêmement attentifs à l'avenir, à ce qu'aucun incident ne puisse nuire à la santé de Diana, ainsi qu'à la bonne marche de sa scolarité. Ils se sont levés et nous ont serré la main, en disant que ça les rassurait de savoir que le personnel de cette école était aussi professionnel et attentionné. Avant qu'ils sortent, nous avons convenu d'un autre rendez-vous pour s'assurer de l'avancement du traitement. Je voyais bien ce que j'aurais dû dire. Les enfants n'entrent pas, mais ils m'avaient prise par surprise. J'ai pressé le médecin scolaire de faire vite. J'ai revu le père, il m'a répété sa version, m'a donné le nom de l'hôpital, Beckler, de Clamart, où sa fille était suivie, mais enfin le nom du spécialiste, il ne s'en souvenait pas. Je lui ai confié une lettre pour le médecin en question et il m'a dit qu'il la transmettrait au plus vite. À partir de ce moment-là, la seule chose qui comptait pour moi, c'était de trouver un moyen de faire parler Diana. Je voulais à tout prix l'aider à dire ce qu'elle avait à dire. Alors j'ai cherché des histoires qui évoquaient la maltraitance. Elle se contentait de sourire et elle disait que j'étais gentille et que l'histoire était bien. Une seule fois, je l'ai sentie près de se confier. C'était le lendemain de son anniversaire. Je lui ai demandé si elle avait bien soufflé les bougies. Elle a d'abord ouvert grand les yeux, comme si elle ne comprenait pas. Et puis elle s'est reprise, elle s'est mise à décrire un festin, une montagne de cadeaux. Sur l'écran vidéo, une main d'enfant dessine une princesse entourée de cadeaux. Je lui ai dit, Diana, tu n'as peut-être pas eu tous ces jouets. Elle a détourné les yeux. Tu as raison, maîtresse, j'ai peut-être pas eu tout ça. Oui, c'est tout. Elle a rien dit de plus. Elle a jamais rien lâché. J'en étais malade. Chaque fois que je croisais le médecin scolaire, je lui demandais des nouvelles de l'hôpital, s'il en avait. Je n'avais aucune réponse à ma lettre. Alors j'ai appelé l'hôpital Beckler, et dans le service en question, personne ne connaissait ni la petite ni ses parents. J'ai contacté le père, il m'a certifié qu'il m'avait dit Cochin. Ah, sur le coup, je n'ai rien dit, j'ai pensé qu'à tout. Mais enfin, en y repensant plus tard, je me suis dit que je n'aurais pas inventé l'hôpital Beckler de Clamart. Vous auriez dû m'en parler. Pourquoi est-ce qu'il m'en a pas parlé? J'ai hésité, mais elle était déjà tellement remontée, encore une fois. Il n'y avait pas assez d'éléments à cette époque pour me conduire à faire un signalement. Et puis j'ai appris que les parents avaient déménagé. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je me suis dit, j'ai fait mon travail. J'ai pas de regrets. Je n'avais plus de Diana que la longue liste des marques que j'avais observées. J'ai décidé de l'envoyer à sa nouvelle école. J'avais un sentiment de gâchis. Et surtout, une culpabilité. Je n'ai plus jamais revu Diana. Sur l'écran, on peut lire « Audition de la tante et de la grand-mère de Diana ». Ma sœur, c'est l'aînée. Mais elle se comportait comme une gosse. Faire des caprices et sentimentale avec ça. Moi, vu ce qui s'était passé avec papa, j'ai pas eu le luxe de faire des sentiments. Il a fallu que j'arrête mes études. Je me débrouille toute seule. Je me suis mariée et mes enfants, je les ai élevés. Elle rêvait d'une famille idéale. Nous, on était une famille bricolée. Le père, dépressif, alcoolique, qui s'est jamais occupé de nous, sauf pour gueuler le soir, et qui termine pendu à un arbre. Quand on est rentré ce soir-là, tu te souviens? Il y avait ce silence surnaturel, et puis cette ombre parmi les arbres. C'est moi qui ai coupé la corde. On n'allait pas attendre que les secours arrivent et le laisser qui pendait là. Et ma sœur, qui nous fait son grand numéro, nous reprochant de l'avoir su après tout le monde. Perdre papa comme ça, sans avoir le temps de lui dire au revoir. Comme si on pouvait dire au revoir à ceux qui se suicident. Elle
Elle disait avoir une relation privilégiée avec son père. Comme si on pouvait avoir une relation privilégiée avec ce type qui ne s'était jamais occupé de vous. Ou dans la famille bricolée, je demande la mère, intrusive, qui veut décider de tout, qui croit à nous protéger alors qu'elle nous étouffe. Dans cette famille, une malédiction. Une aînée incapable de mener sa barque. Et toi, toujours à me harceler, à chercher à me détruire avec des mots comme des canons pour rien, juste pour le plaisir. Bon, dans la famille bricolée, je demande l'aînée, ma sœur. Donc c'était, je m'emballe et j'ai réfléchi après. Je me marie, puis hop, je trouve quelqu'un d'autre. Ah puis tiens, pourquoi pas l'épouser lui plutôt que l'autre? Et elle y allait. Moi, il est resté que le mauvais esprit et le cynisme. Tu m'as dit, moi aussi je suis enceinte. Et j'étais contente pour toi. J'aurais voulu te le dire, mais tu as toujours eu le don de me dire des choses comme si j'étais coupable. Ma sœur s'est débrouillée pour tomber enceinte exactement au même moment que moi. Alors que nous, on essayait depuis des mois. Depuis que ma fille aînée était revenue à la maison, c'était de plus en plus tendu. Oui. Au fond, c'était pas ce que tu souhaitais, hein, avoir ta fille aînée, pour toi, ta fille enceinte, pour toi, toute seule. À quel moment elle a décidé d'accoucher sous X, je ne sais pas. Elle me l'a annoncé un soir. Il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Quelle chose? Incapable d'assumer, d'aligner simplement les mots les uns après les autres. Et quand j'ai compris, la honte m'a brûlé les joues. Quand j'ai perdu les os, on t'a prévenu qu'on partait à la clinique. Elle a répondu qu'elle y était déjà. J'étais à la clinique avec sa sœur qui venait d'accoucher d'une petite fille. Alors non seulement ma sœur tombe enceinte en même temps que moi, elle attend une fille comme moi, et elle accouche le même jour que moi. On lui a donné un nom de princesse, Diana. Ouais. Un nom de princesse. Une princesse brûlée vive dans un tunnel. Comme si c'était aider un enfant qui partait déjà mal dans la vie. Cet enfant, j'aurais pu la garder. Mais c'est moi qui a dû annoncer qu'elle était morte à la naissance. Quand j'ai entendu mort-né, je me suis dit merde. Non, ça faisait beaucoup quand même. Elle se sépare, elle tombe enceinte, ils se marient, ils se séparent, et elle accouche d'une enfant mort-née. Non, à côté de ça, moi, la vie, c'est d'un calme. La fille de ta sœur, elle est mort-née. Non, c'est l'expression de maman. C'est ce qu'elle a dit au père du bébé. Alors je me suis dit qu'elle était folle. Une main d'enfant dessine une cour d'école. En surimpression, on lit « Audition de Madame L, directrice de la 2e école de Diana, et de Monsieur H, son instituteur. » La première fois que je l'ai vue pour me dire bonjour, elle s'est jetée sur moi. Je me souviens, je m'étais raidie et le père a dit Diana était très impatiente de venir, hein, Diana. Mais ça m'avait mis mal à l'aise. Oui, je lui ai demandé pourquoi ils avaient déménagé, mais il est resté évasif. J'ai insisté pour qu'il me donne les coordonnées de son ancienne école, mais il fallait qu'il les retrouve. Dès qu'elle est entrée, elle s'est précipitée sur le bocal de poisson rouge, en criant qu'elle voulait cette place-là, à côté du bocal. J'ai dit, d'accord Diana, on va voir ce qu'on peut faire. Mais il faudra d'abord qu'on demande à ton camarade, qui d'habitude est là. Mais elle n'écoutait pas. C'était une petite fille étrange, elle était très précoce sur certains points de vue. Par exemple, elle s'exprimait parfaitement. Mais elle était en retard sur beaucoup d'autres apprentissages. La lecture, le dessin, la propreté parfois. Puis des comportements bizarres. En plus de la boulimie. Je me suis dit que son intégration allait être compliquée. Elle levait la main tout le temps. Elle riait à contre-temps. Elle interrompait les autres. Elle réclamait l'attention. Ses dessins lui ressemblaient et ils étaient comme elle, bizarres, cabossés, pathétiques. Sur l'écran vidéo apparaît un dessin de Diana représentant des poissons rouges. Un matin, j'ai vu sur sa cuisse des marques rouges qui faisaient penser à des crampons de chaussures adultes. Comment tu t'es fait ça? Elle s'est mise debout et le short a recouvert la trace. Je suis tombée. Je suis très maladroite.
Et son regard disait « Tu ne sauras jamais ». J'ai demandé à la directrice de passer la voir. Bah effectivement, à la récréation, je suis descendue dans la cour. Diana était debout à côté de son frère, mais ils ne se parlaient pas. Et quand je me suis approchée, Arthur s'est éloigné. On entend la voix du frère de Diana. Je voulais pas qu'elle me pose de questions, mais quand Diana répond pas, c'est toujours à moi qu'on pose des questions. Elle a dit « Je suis tombée, voilà ». Non, mais il n'y avait pas de doute, c'était des marques de crampons. Elles étaient très nettes, certainement très douloureuses. J'ai dit « D'accord, Diana, mais il faudra qu'on en parle avec tes parents ». Elle a dit toujours parler avec mes parents. Et quand j'y repense, peut-être que je m'étais méprise. Ben, peut-être qu'elle protestait pas, qu'on s'en prenne à ses parents, mais simplement qu'on les considère encore comme des gens à qui parler. J'ai convoqué les parents en présence de l'instituteur. Ils sont arrivés souriants. Ils nous ont remerciés de notre sollicitude à l'égard de leur fille. Le père a expliqué très en détail la situation particulière de son fils, enfin de sa fille, pardon. Sa maladie immunitaire, ses séquelles liées à un ancien accident, un plafond qui s'était écroulé et sa scolarité perturbée. Concernant les marques sur la cuisse, la mère a expliqué que c'était en effet un accident qui pouvait susciter des interrogations, mais que la vérité était toute simple. En jouant avec son frère, Diana était tombée sur des cailloux. Les cailloux, c'est marques de crampons. Et le père a ajouté « Sa peau marque tellement du fait de sa maladie qu'on va finir par croire qu'elle est battue. » Il paraissait attendre que je dise ce que j'en pense, mais j'ai rien dit, et il était déstabilisé. C'est là que j'ai reçu la lettre de l'ancienne école de Diana, avec la liste, au jour le jour, les bleus, les traces, les migraines, la main brûlée. Sur l'écran vidéo apparaît le carnet, avec la liste qui se termine par ces mots « 25 mars. Une main de Diana est toute rouge et enflée. Elle répond qu'elle s'est brûlée sur une plaque chauffante. » 25 mars. Une main de Diana est toute rouge et enflée. Elle répond qu'elle s'est brûlée sur une plaque chauffante. Ce que j'ai fait, j'ai immédiatement appelé la directrice de son ancienne école. J'ai tout de suite senti sa gêne, sa mauvaise conscience. Je lui ai demandé si elle avait fait un signalement et elle m'a répondu qu'elle n'avait pas eu le temps et que c'est justement au moment où elle avait menacé de faire le signalement que la famille avait déménagé. Avant de raccrocher, elle m'a dit « Bon courage ». Ça m'a exaspérée. On avait perdu assez de temps, j'ai décidé de faire un signalement tout de suite. Je lui ai transmis un compte-rendu de mes observations. Je l'ai mis dans le dossier avec la lettre de l'autre directrice, la liste des plaies et ma synthèse. J'en ai fait 2 exemplaires. Un au parquet, l'autre au conseil général. Sur l'écran vidéo s'inscrit la réponse du conseil général. Bureau de l'aide sociale à l'enfance. Au conseil général, nous avons reçu le signalement concernant Diana H. le 20 juin. Nous avons aussitôt contacté le parquet afin de nous assurer qu'ils étaient avertis. Une enquête étant lancée, nos services se sont mis en attente. Sur l'écran vidéo s'inscrit la réponse du parquet. Bureau du procureur. Au parquet, nous avons reçu le signalement concernant Diana H. le 20 juin. Une enquête a aussitôt été lancée et un médecin légiste a été mandaté pour faire les observations. L'examen a eu lieu le 30 juin. Les affaires de maltraitance supposée, c'est une lourde responsabilité. Sur l'écran vidéo s'inscrit audition de Madame V, médecin légiste. La petite est entrée timide. Elle a demandé « Est-ce que ça va faire mal ?» Non, c'est juste un examen. Je lui ai dit de se déshabiller, elle était toute gênée. Et là, c'était très impressionnant. Elle avait une énorme trace violette en épi de blé sur toute la longueur de la colonne vertébrale. J'ai dû lâcher un cri d'étonnement, alors elle m'a dit « La trace dans le dos, c'est mon frère !» Et elle a commencé à m'expliquer une histoire de chute, de dispute. Alors je lui ai dit « Diana, je vais tout noter, mais on va faire les choses méthodiquement. » Je l'ai examinée. Son corps était couvert de bleus, de cicatrices, de brûlures de tailles diverses, plus ou moins anciennes. 19 en tout. Diana avait une explication pour tout. La brûlure au bras, une douche un peu trop chaude qu'elle avait prise elle-même. La blessure à la tête, une chute dans l'escalier. Le bobo à la cuisse, un coup de pied du frère.
La cicatrice au talon, une chute à vélo. J'ai tout noté, le plus minutieusement possible, comme ma fonction m'y oblige, et avec cette conscience d'être le seul registre dont la justice se servirait pour mener son enquête. Sur l'écran vidéo, une main note la liste des traces de coups et les explications de la petite. Ensuite, j'ai fait entrer les parents et je leur ai dit que j'avais relevé un certain nombre d'observations. La mère a blêmi qu'on puisse suggérer qu'elle maltraitait sa fille. Mais je ne suggère rien. Mon rôle s'en tient à observer et à mettre par écrit ce que vous allez me dire. Alors j'ai cité les blessures une par une. Et pour chacune, ils avaient rigoureusement la même explication que la petite. La brûlure au bras, une douche un peu trop chaude qu'elle avait prise elle-même. La blessure à la tête, une chute dans l'escalier. Le bobo à la cuisse, un coup de pied du frère. La cicatrice au talon, une chute à vélo. Je n'aimais pas ça. Alors je suis allée aussi loin qu'il me paraissait possible, et j'ai conclu mon rapport ainsi. Ces lésions pourraient être la conséquence d'accidents domestiques, mais leur nombre est fortement suspect. Malgré les explications concordantes des parents, nous ne pouvons exclure des faits de violence et de maltraitance. Ensuite, j'ai immédiatement transmis le dossier à la brigade spécialisée de la gendarmerie. Sur l'écran vidéo s'inscrit la conclusion du rapport de la médecin légiste. J'imaginais Diana, toute seule, perdue dans une salle immense, sans personne pour lui prêter attention. J'aurais voulu secouer ma fille, lui dire « Est-ce qu'il t'arrive parfois de penser à ton enfant ?» Le délai où elle pouvait la reprendre s'écoulait, alors j'ai invité ma fille cadette avec ses enfants. Je pensais que de voir ta fille réveillerait son instinct maternel. J'aurais jamais dû céder. Je devais être fatiguée. Quand j'ai vu ma sœur dans la pénombre, prostrée dans un fauteuil, j'ai tout de suite compris que ça allait être l'enfer. J'aurais dû remonter dans la voiture, dire aux enfants « Allez, on rentre », mais je l'ai pas fait. Une nuit, je me réveille, il y avait une ombre penchée sur le berceau de ma fille. Je hurle. C'était ma sœur, en pyjama, qui nous regardait, immobile, muette, en plein milieu de la nuit. Faut comprendre, tu disais, des conneries de ce genre. Mais comme si t'étais là pour apaiser tout le monde alors que c'est toi qui avais tout programmé, en m'invitant avec ma fille pour provoquer ma sœur qui avait perdu la sienne. Alors j'ai dit c'est bon, hein, qu'elle se débrouille avec ça, avec leur délire et on est parti. Un matin, elle est entrée dans la cuisine et elle a dit « Je crois que je vais retourner la chercher ». J'ai pensé « Enfin, je pourrai quelque chose pour cette petite ». Mais j'ai rien dit, de peur qu'elle change d'avis. Alors, ma mère m'a annoncé que l'enfant était vivante. Un jour, au téléphone, sans aucune gêne, Diana. Mais pourquoi tu as dit mort-né? Accoucher sous X, c'est des choses qu'on ne dit pas. Ben c'est vrai que j'avais pas tout prévu, que j'avais pas tout anticipé, que ça serait difficile. Malgré l'accouchement sous X, la fausse déclaration mort-né puis le revirement de ma sœur, on a laissé partir la petite sans aucun suivi à l'hôpital, ni aucune aide de personne. Un enfant ne vous adopte pas du jour au lendemain, surtout après un mois d'absence. Diana pleurait la nuit, et ma fille, elle n'y arrivait pas, elle était fatiguée, elle s'énervait. Je lui proposais de prendre le relais, mais elle ne voulait pas. Elle voulait tout faire toute seule. Elle répétait, elle ne m'aime pas, elle ne m'aime pas. Mais c'est vrai qu'avec moi, la petite, elle pleurait moins. Alors, la nuit, je m'en occupais, je lui chantais des petites berceuses. Ouais, moi, elle me demandait jamais comment allait ma fille. Hein. Quand je l'avais au téléphone, c'était toujours Diana par-ci, Diana par-là. Alors, je l'ai prévenue. Maman, fais attention, c'est pas ta fille. Mais je sais bien. Mais il fallait bien que quelqu'un s'en occupe de cet enfant. Et puis, il a fallu qu'elle se réconcilie avec son ex. Il a reconnu l'enfant et un matin, il est arrivé en voiture prendre ma fille, la petite fille et leurs affaires. On parle comme si on t'avait volé ton enfant. Mais maman, enfin c'était à prévoir.
Moi, je me disais que, finalement, bah, c'est peut-être mieux pour Diana qu'elle ait un père. Je savais qu'il courait à la catastrophe. D'ailleurs, ils n'ont plus donné signe de vie. Quand je les appelais, ils disaient que tout allait bien, qu'ils avaient besoin de temps en famille. On a juste su qu'ils avaient demandé la garde d'Arthur. Leur téléphone était coupé. Ils avaient déménagé. Sur l'écran vidéo, on peut lire « Audition des gendarmes ». Nous avons auditionné la petite Diana H. le 8 juillet sur ordonnance du procureur. L'audition a duré 47 minutes. Nous disposions du rapport du médecin légiste faisant état de 19 cicatrices, blessures, bleus et brûlures diverses. Quand Diana est entrée, elle était tendue, elle avait le visage un peu gonflé, bizarre. J'ai dit bonjour Diana, assieds-toi. Mais j'avais la voix qui tremblait parce que c'était le premier entretien que je menais pour une affaire de ce genre. Faut bien commencer. J'ai dit Diana, tu sais que t'es là à cause que le médecin il a observé des marques, hein? On voudrait d'abord savoir si tout va bien à la maison. Personne te fait du mal. Il y a eu un long silence. Interminable. Puis elle a dit non. Et là, j'ai tout de suite senti que ça allait être difficile. J'ai dit, c'est quand même beaucoup, tous ces bobos. Hein? Alors elle s'est mise à expliquer de manière très rationnelle chaque marque qu'on lui citait, la brûlure au bras, une douche un peu trop chaude qu'elle avait prise elle-même, la blessure à la tête, une chute dans l'escalier, le bobo à la cuisse, un coup de pied du frère, la cicatrice au talon, une chute à vélo. J'ai dit et sur le dos. Elle a dit je me suis cognée. J'ai dit et sur le ventre. Je suis tombée. Et elle expliquait où et quand, et elle ajoutait, je suis très maladroite. J'ai dit, dis donc, t'es une sacrée cascadeuse. Et là, elle a ri. Avec un rire, ça m'a glacée. Ces réponses correspondaient aux explications de ses parents, alors j'ai repris du début. Si quelqu'un te faisait du mal, tu me le dirais, non? Non. Si tu avais un secret qui fait mal, t'en parlerais à qui? Un secret qui fait mal, je le dirais à une copine, mais elle n'a pas dit non. Alors j'ai insisté, mais elle a dit qu'elle s'en souvenait plus. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire plus tard, elle a dit qu'elle voulait faire gendarme. Pourquoi? Pour aider les gens. Justement, nous on est là pour t'aider. Personne te fait du mal? Non. Sauf mes frères et ma soeur qui me tapent, mais je rends jamais les coups. J'ai dit, personne te fait du mal, vraiment? Et à ce moment-là, la petite, elle a dit, sauf ma maman et mon papa. J'ai ressenti un vide dans ma poitrine, et je lui ai demandé de répéter. Mais elle s'est reprise. Mon papa me tape pas, et ma maman non plus. Après, c'était fini. Elle s'est mise à nous raconter qu'ils allaient déménager, qu'elle aurait une chambre pour elle toute seule, un cartable à roulettes, plein d'habits tout neufs. J'avais envie de pleurer. Pourquoi j'ai pas auditionné les enseignants? On était déjà en juillet. Il y avait des vacances. Puis les enseignants avaient déjà écrit ce qu'ils avaient observé. J'ai transmis au parquet le PV de synthèse, comme c'est le règlement. J'y mentionnais la concordance des réponses de Diana avec les déclarations préalables. Et je faisais également état de doutes possibles sur l'origine des marques, mais sans aucun élément nouveau. Quand la petite est sortie, j'avais mal au ventre. Je l'ai accompagnée. Les parents nous ont salués, bien chaleureusement. La petite m'a fait coucou à l'arrière de la voiture. Puis elle a disparu. On me reproche de ne pas avoir pris cette affaire au sérieux, de ne pas avoir assez poussé mon enquête. Mais j'avais déjà mené de nombreux interrogatoires de ce genre. J'avais toujours réussi à trouver dans les réponses des contradictions qui permettaient de déstabiliser l'enfant. Et
Avec ça, après, on pouvait travailler, mais... Avec cette petite, il n'y avait pas de brèche. Ce sont des faits dont le procureur a besoin, pas de soupçons. Je voudrais rajouter que l'entretien a été filmé et que jusqu'au procès, personne ne l'a jamais visionné. Moi, j'ai demandé ma mutation depuis et je veux plus jamais être confrontée à des affaires de ce genre. Oui, on nous accuse de tous les maux. Il leur faut des responsables. J'ai lu dans un article, ils auraient dû voir. Si les services sociaux ne voient pas, alors qui? Sur l'écran vidéo, on peut lire intervention de Madame S, assistante sociale. Le parquet a classé l'affaire faute d'éléments suffisants, suite au rapport de la gendarmerie. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Quand le parquet ne donne pas suite, on considère l'affaire traitée. C'est la pratique. Il y a un cadre à respecter. On travaille dans un cadre précis au Conseil général, un cadre qui nous est imposé. On ne fait pas n'importe quoi. On accomplit notre tâche en fonction des missions qui nous sont attribuées par la législation. Sur l'écran vidéo, une main d'enfant dessine une classe vide. S'inscrit en surimpression audition de Madame L, directrice de l'école de Diana, et de Monsieur H, son instituteur. Quand j'ai appris finalement que l'affaire avait été classée, je me suis sentie très seule. Ensuite, son absentéisme est devenu chronique, alors nous l'avons signalé au rectorat. Juste avant la Toussaint, elle est revenue. Comme elle boitait, je l'ai prise à part. Qu'est-ce qui ne va pas avec tes pieds? Tu t'es fait mal? J'ai juste un petit peu marché sur un sol piquant. Je lui ai demandé d'enlever ses chaussures. Elle a dit, il ne faudra pas le dire à mes parents parce que je n'avais pas le droit de marcher sur ce sol piquant. Maintenant, enlève tes chaussures, Diana. La chair était à vif. À tel point que j'en ai eu un haut le cœur. La douleur devait être horrible. J'ai fait venir le médecin scolaire qui a tout de suite décidé l'hospitalisation. Il a transmis à l'hôpital le compte-rendu de nos observations. Et de mon côté, j'ai fait suivre au service du conseil général le dossier. Moi, je me disais que finalement, c'était peut-être une chance pour Diana, que tout allait peut-être enfin se débloquer. Quand j'ai eu le père au téléphone, il a semblé étonné. Pourquoi l'hospitaliser? Je lui ai dit qu'apparemment le médecin scolaire n'avait pas eu la même appréciation que leur généraliste. Il a répondu, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pensez que notre fille est maltraitée? Oh, rien, j'ai pas répondu. Il a raccroché. Sur l'écran vidéo, on peut lire audition de Monsieur B, médecin hospitalier. Les blessures étaient surinfectées et très impressionnantes. Oui, nous avons bien reçu le compte-rendu du médecin scolaire. Il pensait que ces marques et ces blessures aux pieds étaient liées à des maltraitances. Quand le père est venu, je n'ai pas pu le recevoir, mais l'infirmière m'a rapporté ce qu'il avait dit, qu'il s'était absenté avec sa femme en laissant Diana à la garde de son frère. La petite avait couru sur la terrasse en béton une partie de l'après-midi. L'aîné avait été sévèrement puni et sa sœur avait vu leur généraliste qui avait prescrit des pommades. La petite Diana m'a raconté exactement la même histoire. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu as fait ça? Elle a baissé la tête, je sais pas. Donc j'ai contacté les parents pour qu'ils nous apportent le carnet de santé, mais ils l'avaient égaré. Sans carnet de santé pour connaître les antécédents, on n'avait que la parole du père. Donc on a décidé de prendre le temps de procéder à toutes les explorations d'usage. Oui, mais enfin, si on nous avait transmis le rapport du médecin légiste effectué 1 an dans le même hôpital et qui faisait état de suspicion de maltraitance, nous aurions certainement réagi autrement. Mais enfin, avec les éléments que nous avions, les déclarations du père, la petite taille de l'enfant, son faciès particulier, son retard scolaire, nous avons recherché une maladie génétique, métabolique, endocrinienne et nutritionnelle. J'ai appelé un collègue de Necker pour qu'il nous fasse le bilan osseux. Les radios faisaient apparaître de multiples microfractures anciennes qui faisaient penser à un syndrome de Silierman, situation probablement consécutive à de mauvais traitements. Oui, alors nous avons pris la décision d'écrire à l'aide sociale à l'enfance.
On nous reproche de ne pas avoir transmis l'information au parquet. Enfin, la responsabilité en incombe aux services sociaux. Je précise qu'il n'y avait pas urgence vitale ni suspicion d'abus sexuels. Cas dans lesquels le parquet doit obligatoirement être saisi. J'essayais de me rassurer, les services sociaux allaient certainement, incessamment, se saisir de l'information préoccupante transmise par l'hôpital. C'était en cours. Quelques jours après son retour de l'hôpital, Diana m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais ce matin, maman m'a tapé. Et le lendemain, elle lui a répété la même chose. J'ai écrit au président du conseil général une lettre pressante. J'ai reçu une réponse de l'aide sociale à l'enfance. Nous allons faire le point sur la situation de Diana et sur l'aide susceptible d'être apportée à la famille. Ça m'a mise hors de moi, mais l'urgence me semblait moins de réfléchir à l'aide à apporter à une famille qui se préoccupait pas beaucoup d'en demander que de protéger Diana. Mais je sentais bien que ça n'allait pas, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Et puis tout à coup, Diana n'est plus venue en classe. Ses parents étaient injoignables. À force d'insister, le rectorat nous a appris qu'ils avaient déménagé. Sur l'écran vidéo apparaît un dessin représentant une maison. On entend le témoignage du frère de Diana. C'était pas vraiment une sœur pour moi. On n'avait pas le droit de jouer avec elle. Et elle était tout le temps dans sa chambre. Quand elle pleurait, quand elle se levait la nuit pour manger parce qu'elle était privée de dîner, ou si elle faisait pipi au lit parce qu'elle n'avait pas le droit d'aller aux toilettes, eh ben, elle était encore punie. Quand ils ont refait signe, Diana avait à peu près 1 an et demi. Oh, quelle émotion de la revoir. Je dis, Diana, elle me regarde, mais son visage n'a aucune expression. Elle ne me reconnaît pas. Je l'ai prise dans les bras et je l'ai embrassée, mais elle ne disait rien. Alors, pour ne pas pleurer, j'ai dit, elle est jolie, elle a bonne mine. Oui, mais elle paraissait légèrement attardée. Quand ma fille s'approchait de Diana, elle la regardait comme si elle était d'un autre monde. Elle avait des comportements bizarres. Parfois, elle grimpait dessus. Elle ne faisait pas ça avec ses parents. Je lui disais, mais tu veux pas jouer avec ton frère ou tes cousins? Mais elle lui disait, non, non, je veux rester avec toi. Ça m'agaçait. Je sentais que quelque chose de cassé, et un jour je dis à ma fille, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux m'en parler. Hein. Les enfants, tout va bien, ton couple, ça va? Elle m'a dit, maintenant tu arrêtes avec ça. Ma sœur ne semblait pas s'inquiéter du décalage entre ma fille et Diana, alors qu'elles avaient exactement le même âge. Non, une mère aurait dû se poser ces questions. Je me disais que si ma sœur ne se les posait pas, c'est qu'il y avait un vrai problème. Et puis, les mois ont passé, je prenais Diana à la maison pour la journée ou le week-end. Je la revois assise au bord de la terrasse, des heures, regarder dans l'herbe, les pâquerettes, les fourmis. Un jour, elle est arrivée en larmes. Elle ne pouvait pas parler, tellement elle pleurait. Elle m'a pris la main et elle m'a emmenée près de la porte du garage. Il y avait un tout petit oiseau mort. Un jour, j'ai fini par dire à ma sœur, tu devrais peut-être consulter pour Diana. Mais ce n'était peut-être pas la meilleure façon d'aborder le problème. Comme s'il y avait une bonne façon d'aborder les problèmes avec ma sœur. Non, je lui ai dit, oh, tu vois, regarde sa cousine. Il y a un retard. Elle m'a regardé froidement. C'est très gentil de te préoccuper de ma fille. Si j'ai besoin de quelque chose, je t'appellerai. Bon, je devais bien savoir au fond que si ma sœur était le problème, ma sœur ne serait pas la solution. Bon, on se dit au moins, j'aurais tenté quelque chose. Bien plus tard, je me suis rappelé qu'une fois, Diana me l'avait dit. On était en train de jouer et tout d'un coup, elle m'a dit, maman, hier, elle m'a tapé. Ça s'est mis à tourner dans ma tête. Ne dramatise pas, n'empiète pas sur la vie de ta fille, tu vas te fâcher avec elle si tu te fâches avec ta fille. Et au lieu de demander ce qui s'était passé, j'ai dit,
Tu sais, ta maman, je crois qu'elle est très fatiguée parfois. Elle m'en a plus jamais reparlé. Alors j'ai vu. La première fois, on était dans la cuisine. Diana a cassé un verre. Elle m'a regardée, terrorisée. J'ai à peine eu le temps de dire, c'est pas grave que ma sœur était là, elle l'a emmenée dans la salle de bain, j'ai entendu le bruit de l'eau qui coulait dans la douche et les cris de Diana. J'ai dit à ma sœur, tu crois pas que t'y vas un peu fort? Et comment veux-tu qu'elle comprenne? Je me souviens de sa petite robe blanche qui lui collait au corps. Un autre soir, on prenait l'apéritif chez eux. Diana s'est approchée de la table basse. Son père a attendu que sa main prenne un gâteau. Qu'est-ce que tu fais? Et il a frappé son genou d'une série de coups de poing très durs. J'ai dit, mais ça va pas? Il faut bien qu'elle comprenne. Ma sœur n'a rien dit. La seule chose que je revois nettement, c'est Arthur, son regard fixé sur moi. On s'est levé, on est parti, et on les a plus jamais revus. Bien sûr qu'elle m'a raconté. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Un signalement? Mais ce n'est pas possible. Il faut d'abord que j'en parle à ta sœur. Bien sûr. À ta fille qui regardait la scène sans rien dire. Des coups de poing, de toute sa force d'adulte. Ta fille qui donne une douche froide pour un verre cassé. Sans compter tout ce qu'on ne voit pas. Elle avait peut-être raison. Mais il fallait que je lui parle avant. Je suis allée la voir. Si tu as un problème avec la petite, tu peux me le dire. Je peux t'aider peut-être. C'est ma sœur qui t'a parlé. À ce moment-là, Diana est entrée et elle est venue m'embrasser et sa mère l'a prise contre elle. Et pendant que Diana me regardait, et c'est vrai qu'elle avait le genou gonflé et je voyais le regard de ma fille qui disait « Contre moi, tu ne pourras jamais rien ». Elle m'a seulement dit « T'es rassurée ». Non, je n'étais pas rassurée. Ensuite, plusieurs semaines ont passé. Elle ne répondait pas au téléphone. Alors j'ai demandé à ma cadette le numéro pour les signalements. Si tu appelais toi, je lui ai dit. J'ai répondu que j'appellerai pas. Pourquoi? Parce que c'était pas à moi de le faire. J'ai failli raccrocher 20 fois. Je me sentais coupable. J'avais le sentiment de trahir et j'avais peur de perdre la petite pour toujours. Une femme a fini par me répondre. Je ne savais pas par où commencer. Je sentais que je m'embrouillais. Je lui ai dit l'accouchement sous X, la petite reprise au bout d'un mois, l'installation avec son compagnon et puis l'absence de nouvelles. Et il l'appelait Diana. J'en disais trop, pas assez. Et parfois, elle m'interrompait. Mais attendez, attendez! Et ce retard par rapport à mon autre petite fille du même âge. Votre autre petite fille. Alors je lui explique. Je lui dis la douche froide, les coups sur le genou. Elle me demande si j'avais vu tout ça moi-même. Alors je lui dis non, ma fille cadette. Elle me demande si je vois souvent la petite. Et je dis qu'à cause de ça, il ne me donne plus de nouvelles. À cause de quoi? Ce coup de folie, ça a été horrible. Elle m'a juste dit, vous acceptez qu'on dise votre nom quand on les contactera pour l'enquête? Alors, j'ai su que tout ce que j'avais dit allait s'en servir pour me couper de ma petite fille. Alors que j'ai tout fait pour cette petite, qu'elle était presque ma fille, et on allait me l'arracher. Tu as fait ce qu'il fallait. Non, ça a servi à rien. Son appel est resté sans suite. À quoi ça sert ces numéros soi-disant d'urgence si ça tombe dans les oubliettes? Au procès, on m'a traité de menteuse. Pourquoi je mentirais? J'ai appelé, c'est la vérité. Ils ont dit que mon appel avait certainement été perçu comme malveillant. Mais je l'aimais, moi, la petite. C'était ma petite fille. Et si ma fille elle avait un problème avec elle, j'aurais pu la garder. Je m'en serais occupée. Elle pouvait me la confier si elle avait un problème avec elle.
Je me demande comment on s'est retrouvé dans notre famille avec une telle histoire de merde. Sur l'écran vidéo, on peut lire « Audition de Madame S, l'assistante sociale ». Ils avaient déménagé. Le temps de les retrouver, on était fin mai. J'ai fait la visite en juin. Diana était sur le canapé avec ses frères et sœurs. Elle semblait toute excitée, comme si c'était son anniversaire. J'ai demandé aux parents pourquoi ce déménagement. Le père m'a dit que c'était pour se rapprocher de son lieu de travail. C'était très important pour lui de voir ses enfants le soir. Alors j'ai demandé aux enfants, « Ça vous fait plaisir cette nouvelle maison ?» Qu'est-ce qu'elle voulait qu'on dise? Que ça nous faisait plaisir de perdre à chaque fois nos copains? Ensuite, j'ai demandé à rester seule avec la mère. Diana a confié à son instituteur que vous l'avez tapée. C'est pris très au sérieux. Elle a dit qu'avec le retard de la petite, c'était pas facile tous les jours, qu'elle avait des moments d'agacement. Pourquoi ne pas demander de l'aide? Je lui ai dit qu'un suivi d'ordre psychologique pourrait lui être profitable, afin qu'elle et son mari se trouvent mieux en mesure d'exercer leur fonction parentale en toute sérénité. Elle a répondu qu'elle n'y avait pas pensé. Je veux ce qu'il y a de mieux pour la petite. On entend en off la voix du frère de Diana. Diana dormait au sous-sol. Je l'entendais à travers la trappe. Un jour, on a vu qu'un morceau de la baignoire était cassé. Ils ont dit que quelque chose était tombé dessus. Mais moi, je savais bien que non. Après ça, je n'ai plus entendu Diana. Ils nous ont dit qu'elle était partie chez un collègue de papa. Et pendant ce temps, nous, on est partis au Mont-Saint-Michel pour les vacances. Je trouvais ça bizarre qu'elle vienne pas avec nous. Mais j'ai rien dit. Ensuite, nous avons convenu, après en avoir discuté en équipe, que leur besoin n'était pas un placement d'urgence, mais un suivi régulier et un appui à la parentalité. On a fait notre rapport. Juillet était leur mois de vacances. On devait se revoir après le 15 août. Sur l'écran vidéo s'inscrit « Témoignage d'un collègue du père ». Entre collègues, on se rendait des services. Au milieu de l'été, il revient seul de vacances. Et il me dit, depuis qu'on a déménagé, il y a ce bloc dans le garage, je voudrais m'en débarrasser, mais c'est lourd. Un gros bloc de béton, d'au moins 1 mètre, sur un peu moins d'1 mètre, sur un peu moins d'1 mètre. Il avait accès aux entrepôts de sa compagnie d'assurance, celle pour laquelle il travaillait. Il avait un pass. C'est immense ces entrepôts, personne ne s'en apercevra. On y a été. On a déposé le bloc dans le fond du hangar. J'étais pas très à l'aise. C'est bizarre cette histoire. Quand j'ai téléphoné pour notre rendez-vous d'août, le père a eu l'air surpris. Je lui ai rappelé ce que nous avions convenu. Il m'a expliqué que c'était pas possible, ils avaient prolongé leurs vacances. Mais ce n'est pas ce qui était prévu. Qu'est-ce que je pouvais faire? On a convenu d'une date à leur retour. On entend la voix du frère de Diana. Quand on est rentré du Mont-Saint-Michel, ils ont dit qu'il y avait un problème avec Diana. Et j'ai senti un froid dans la poitrine. Elle avait été enlevée en revenant de la maison du collègue de papa, mais il fallait rien dire pour pas que le monsieur ait des problèmes. Je les croyais et en même temps, je les croyais pas. Je suis passée fin août, comme convenu, mais Diana n'était pas là. Elle et son grand frère étaient à un parc d'attractions avec leur mère. Il s'est excusé, il était désolé, mais Diana y tenait tant. J'ai dit au père que ça n'allait pas du tout. J'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. On va se revoir à la rentrée, et vous avez intérêt à ce que Diana soit là. Donc, tout début septembre, je suis repassée. Le père n'était pas là, mais la mère oui, et pas Diana non plus. La mère m'a dit qu'ils étaient à Paris pour une visite médicale à propos de son problème immunitaire. J'ai demandé à voir le frère aîné. C'était comment le parc d'attractions? Bien, il était sur la défensive. Je lui ai demandé s'il s'entendait bien avec Diana. Il a répondu « Bah oui, puisque c'est ma sœur. » Et comment elle va? Bah, elle est handicapée, parce qu'elle est malade et qu'elle est très maladroite. C'est pour ça qu'elle se fait mal tout le temps.
J'ai prévenu la mère. L'équipe est très inquiète. Je repasserai dans 2 semaines. Diana doit être là. Sur l'écran vidéo, on peut lire témoignage de Monsieur L, directeur de la 3e école de Diana. À la rentrée, Diana n'est pas venue. Le père a appelé pour expliquer que les enfants étaient malades. Un virus. J'ai dit, il me faut les certificats. Il a dit qu'il allait me les envoyer. 3 jours plus tard, comme je n'avais rien reçu, je l'ai prévenu que j'allais faire un signalement. On entend en off la voix du frère de Diana. Je crois que c'est à cause de l'école et de la dame qui allait revenir. Ils étaient embêtés avec ça. Alors ils m'ont dit qu'on allait faire un jeu. Un soir, on est partis, papa, maman et moi. Papa a garé la voiture sur le parking du McDonald's et on est allé acheter des repas. Et même un pour elle. Il m'avait fait répéter ce que je devais dire. Un jean, un t-shirt rose à manches longues et des ballerines à pétales de fleurs noires. En arrivant à la voiture, on a fait semblant qu'elle avait disparu. Maman pleurait vraiment. Je me suis dit, Diana aurait quand même eu droit à ce que maman pleure pour elle. Sur l'écran vidéo, on peut lire témoignage du policier chargé de l'enquête. Quand on est arrivé sur le parking, ils étaient là. La mère, en larmes, le père, hagard, et le fils, mal à l'aise, qui répétait sans arrêt un jean, un t-shirt rose à manches longues et des ballerines à pétales de fleurs noires. Les collègues quadrillaient le quartier. Ce qui m'a étonné, c'est que le père voulait faire sa déposition au commissariat. D'habitude, on a du mal à convaincre les familles de quitter les lieux. C'est comme s'il savait qu'on ne la retrouverait pas dans le secteur. Est-ce que c'est possible que la petite ait fugué? Il y aurait des raisons, une dispute, une punition. La mère était sur la défensive. Non, aucune dispute. Il n'y avait pas de trace d'effraction sur la voiture, mais la petite avait pu sortir, attirée par quelqu'un. Le père pensait que c'était ça. Alors on a décidé de lancer une alerte de niveau 2, avec des affiches et des annonces dans la presse et à la radio. L'effroi, en entendant l'alerte à la radio, puisque c'était au moment où j'avais dit aux parents « je fais un signalement », que tout à coup, Diana disparaissait. Il y avait un problème. D'abord le fait que sur les caméras du parking, on ne voyait rien. Même si la voiture n'était pas tout à fait dans l'axe de la caméra, on aurait dû voir quelque chose. Mais rien. Quelqu'un qui s'approche, la tête qui sort. Non. Et puis il y a eu ce coup de téléphone d'une gendarme, autrefois à la protection des mineurs, qui avait interrogé la petite l'année d'avant pour des soupçons de maltraitance. Et dans les fichiers de la gendarmerie, on a retrouvé le dossier. Il n'y avait pas eu de suite, mais c'était pas bon. Au fur et à mesure qu'on comprend, il y a comme un vertige. On réalise que le type qu'on cherche était peut-être dans le bureau la veille. Et là, c'est la nausée. Les interrogatoires se sont faits plus pressants envers les parents et aussi avec les enfants. On entend en voix off la voix du frère de Diana. Un jean, un t-shirt rose à manches longues et des ballerines à pétales de fleurs noires. C'est tout ce que j'ai dit. Mais il a insisté. Est-ce que je m'entendais bien avec ma sœur? Est-ce que j'aurais une idée de l'endroit où elle aurait pu aller si elle était partie? Et il m'a demandé ce qu'elle aurait voulu que je fasse pour elle s'il lui était arrivé quelque chose. J'ai failli lui dire. Personne n'avait jamais rien fait pour elle. Et que je ne ferais rien pour elle puisque c'était fini. Mais j'ai rien dit. Alors il y a eu le coup de téléphone du directeur de l'école qui avait posé un ultimatum aux parents, peu de temps avant sa disparition. Il trouvait ça inquiétant, cette concomitance. On est remonté à l'école précédente, et l'ancienne directrice nous a tout dit. Tout est allé très vite. Les parents ont été mis en garde à vue, et le père nous a situés précisément où était le bloc dans l'entrepôt de la compagnie d'assurance.
J'ai l'impression que tout s'est déroulé comme dans un cauchemar. Diana me regarde. Je sais qu'elle est en danger. Elle me regarde comme si elle guettait ce que je vais faire. Mais je sais qu'il est trop tard. Elle me regarde et je ne peux rien faire. Je voudrais qu'elle me pardonne. Je voudrais me rappeler, Diana. Dans ma tête, j'entends leurs voix qui me disent « Si tu ne voulais pas, tu n'avais qu'à le dire. » Je me demande, si elle avait été dans une autre famille, si elle avait pu être elle et si j'avais pu être moi. Je veux dire, si elle n'avait pas été elle et que je n'avais pas été moi, est-ce qu'on aurait pu être frères et sœurs? Diana, je l'imagine la dernière nuit dans le sous-sol, qui pleure et qui dit à maman « Bonne nuit maman », avant que tout s'éteigne. On entend en voix off: ce spectacle est tiré d'une histoire vraie. Les plaintes de non-assistance à personne en danger déposées contre le Conseil général ont été classées sans suite. De même, les associations de défense des enfants ont été déboutées de leur demande d'assignation de l'État pour faute grave et fonctionnement défectueux du service public et de la justice. Mais ce n'est pas fini. La Cour européenne des droits de l'enfant a été saisie et le dossier est en cours. Si les recherches de responsabilité par voie pénale n'ont à ce jour pas abouti, elles ont conduit à une remise en question du système de protection de l'enfance. Nous ne détaillerons pas les avancées ici, mais elles existent, et elles pourront faire l'objet de débats à l'issue du spectacle. La maltraitance des enfants est encore un impensé de notre société. Chaque semaine, 2 enfants meurent sous les coups de leurs parents. Plus qu'un fait divers, l'histoire de cette petite fille martyre doit pouvoir nous aider à réfléchir à la manière de mieux protéger nos enfants.